Les francs-maçons dirigent-ils la France? Quels sont les grands secrets que cache l'État? Le 11 septembre a-t-il été ce que les médias racontent? Toutes les réponses avec l'ancien directeur des RG, Hubert Marty-Vrayance. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On est vendredi soir, 18h58. Excusez-nous du retard, mais vous savez, les rues façon Anne Hidalgo, ça provoque des retards inconsidérés et inconsidérables. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, comme on est en direct, ça arrive. Sinon, avant de parler de l'émission, n'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde, où vous avez notre ami Corneille qui est ici présent, qui écrit, Philippe Perlin qui parle du Bitcoin, et plein d'autres auteurs qui sont là pour vous conseiller sur la géopolitique, sur les investissements, enfin sur plein de choses. Vous trouverez donc le lien en description. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la petite cloche, voilà, vous cliquez dessus, parce que sinon parfois YouTube vous désabonne et vous n'avez pas accès à ces émissions en exclusivité. Et là, nous, on est là pour vous donner des émissions en exclusivité et c'est notre job de faire de l'information. Alors, je le dis, on est en direct et moi je ne cache rien, je suis totalement transparent. Notre invité arrive dans 3 minutes, voilà, il n'est pas encore là, voilà, bon, hein, il s'est peut-être pris un PV, je pense, mais il arrive. Mais avant ça, donc du coup, je vais présenter nos autres intervenants qui sont ici présents. Donc ne nous quittez pas, de grâce, ne nous quittez pas, s'il vous plaît. Restez. Chante. Alors, la première invitée, C'est la chantonnette. c'était Fanny Reynaud, comédienne, journaliste, elle fait tout. Tu fais des enquêtes, tu fais plein de choses. Tu es youtubeuse, tribune libre. Absolument. Comment vas-tu ce soir? En plus, tu mets des belles chemises. J'essaye. Parce que les invités s'habillent bien ici, donc voilà. Je me mets au diapason. Oui, Tribune Libre. Et oui. donc la dernière entrevue de Tribune Libre, c'est Alain Juillet. Donc vous allez parler de franc-maçonnerie, donc justement. On va parler de plein de choses. Il s'est garé, il arrive, il s'est garé, il arrive. Il m'a envoyé un texto, donc il arrive dans 2 minutes. On lui met le micro, on le pose sur la chaise et voilà. En face, notre ami Teddy, le souverainiste, youtubeur, clasheur, serial clasheur. Il clash tout ce qui bouge. Comment ça va? Très très bien et toi? Très bien. Tu viens de l'ouest de la France, de Nantes. Rien que pour de Nantes. De Nantes, rien que pour rien toi. Que pour parler ce soir et pour dire des choses. J'espère que tu as des choses à dire. Hein. Énormément. Beaucoup? Beaucoup, malheureusement, oui. C'est-à-dire, pourquoi malheureusement là, ça m'oblige à te poser des questions là. Tout dépend des thèmes qu'on va aborder ce soir, mais si par exemple on va évoquer les partis nationaux français, notamment les souverainistes, il y aurait énormément de choses à dire. Ah, toi, t'aimes bien parler des partis souverainistes? Oui, parce que j'y viens, et donc j'ai pu voir justement tous les problèmes que les partis souverainistes connaissent. Ces fameux partis qui font 20% à chaque élection. Attention, certains se sont fait frapper pour moins que ça. Donc attention. Écoute, je me suis fait virer pour moins que ça. Ah, donc, bravo. Je suis maintenant libre de parler et de dénoncer toute la cacophonie que les partis souverainistes connaissent. Et nous avons notre ami, merci beaucoup d'abord. Merci. Nous avons notre ami Jean-Maxime Corneille,
qui est là pour son édito. Assistant chasse libre avec Voilà. les souverainistes, on fait du walk fishing sur Threads, c'est Exactement. très drôle. Tu vas parler de quoi aujourd'hui? Je vais parler de quelque chose dont je n'ai jamais parlé et dont en réalité il n'a jamais été parlé en France, sauf par moi, votre sauf par toi, serviteur. évidemment, bien sûr. évidemment, sauf À par savoir, toi, hein, t'es, Steve Petchenik, ce que Steve Petchenik avait dit en Oui. tant que premier Tu l'aimes bien, lanceur lui, d'alerte, je suis juste un imposteur. Moi, j'ai juste sucé son expertise à partir de, Ah, ça, de c'est de la la vie base. privée, ça. Au sens, non, pardon, au sens, oui. Au Cela sens ne nous regarde pas. Oui, ça c'est de l'anglais. Sûrement Merci. pas, ouais. Pardon, ça c'est les affres du multilinguisme. Oui, j'ai récupéré de fait son expérience et donc comme un bon mythomane, je n'ai fait que par mimétisme répéter ce qu'il disait et c'était déjà très intéressant. C'est ce qui a fait que j'ai pu être par la suite repéré par d'obscurs réseaux. Non, en réalité, ils me connaissaient déjà, mais ce qu'avait dit Steve Petchenik à l'époque sur le 11 septembre valait son pesant de cacahuètes. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il avait dit que dès le début, il y avait un évident soutien. Lui qui avait connu, il avait été assistant secrétaire d'État sous 5 administrations et il avait vu dès le début qu'il y avait des bizarreries qui ne coïncidaient pas. Lorsque Ben Lanel avait été, déjà le narratif officiel ne tenait pas et surtout la façon dont, en termes d'aviation civile, la version officielle ne tenait pas. Puis après l'exfiltration de la famille Tu Ben sais Laden quoi dans le dos de l'aviation civile. Est-ce que tu sais quoi? Oui. Il descend. Il est descend. dans l'ascenseur, il descend, Incroyable. il arrive, Incroyable. on est en direct. T'as vu Enfin, ça? le voici. C'est les joies du direct. C'est parfait, c'est parfait. Voilà. Ça prouve quand même qu'on ne fait pas du chiquet ici. C'est bien. Oui. c'est bien. On fait pas du chiquet. Jamais. On fait des émissions en direct, des pures émissions. Voilà. Bon, donc il arrive, il est là dans 1 minute. On va le coiffer, maquiller, lui mettre un micro, une chemise et une veste. Il est rentré, il rentre. Ah, oh là là. On l'applaudit. Il est là. L'art de se faire désirer. Allez-y, vous pouvez vous asseoir. Bonjour Mike, Ben, bonsoir. comment va? Ça va très bien. Voilà, c'est le direct, c'est le joie du direct. Allez-y, asseyez-vous, vous êtes ici. Bonsoir Hubert. Ah ben, la belle, beau costume, belle oui, cravate. Toujours. Il faut prendre vos téléspectateurs au sérieux parce qu'ils le sont. j'imagine. Ah ben oui, ben évidemment, on est sérieux ici. Tiens, nous on lui avons met, fort. on lui met le micro. Ça c'est les. J'imagine que les routes. Le vendredi soir, c'est très important. Les routes de Madame Hidalgo sont compliquées à utiliser. Elle s'est fait retirer son permis de conduire. Ah oui, Vous savez? d'accord. Non, je ne savais pas. Ah, vous savez pas? Ah oui, il y avait une affaire comme ça. Ouais. J'ai lu un Incroyable. article dans le- Je crois qu'elle avait une défense assez gratinée. C'est l'exemplarité de la classe Ah bah, politique. Donc Toujours je pense que les Jeux Olympiques vont être sympathiques. Un peu chaud, un peu chaud. Épique. Ça va être un grand moment. Jeux J'ai hâte. épiques. J'ai hâte. Montrez-le, mais mettez la Il est caméra sur notre ami, voilà, on montre ça. Oh là là, les gens de BFM, Oui. là. Arrête de taper sur la Les jeunes de BFM, vraiment. avec la régie. Non mais alors, Ça commence bien cette émission. Bon. cher Hubert Marty Braillance, vous étiez ancien très haut gradé des RG de la Nièvre. Oui, bah, RG de la Nièvre, c'est une équipe de 15 personnes. C'était pas un... Bah, c'est quand même pas rien, c'est-à-dire que vous étiez dans un Oui. enseignement. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et dans, à une Pourquoi la époque- Nièvre, tiens? J'avais vraiment pas choisi. Hein. Moi, à l'époque, je dirigeais les RG du Havre. C'était un service beaucoup plus important. Et je me plaisais énormément. C'était une très, très grande ville. Je disais, le Havre, à l'époque, c'était passionnant parce qu'il y avait toute l'activité portuaire, Bien sûr. hein, tout le côté trafic. Puis alors, j'avais 4 députés, ce qui était bien. J'avais un député, un RPR, un UDF, un PS et un communiste. J'avais les 4. Si vous voulez. Voilà, après, il y a eu les élections à la proportionnelle. Je suis en train de me replonger dans cette époque parce que je suis en train d'écrire mon souvenir, enfin mon livre de souvenirs. Et j'ai connu un jeune à l'époque, un jeune bonhomme qui s'appelait Laurent Fabius, qui démarrait sa carrière et sur lequel on disait énormément de choses vraies et fausses déjà. Et puis j'ai connu Antoine Ruffnac quand il se préparait pour accéder à la mairie du Havre. C'était vraiment une époque vraiment passionnante. La première cohabitation, c'était quelque chose de vraiment passionnant. Surtout que la Nièvre, c'était Et alors après- chez Mitterrand. Mais voilà. Donc, alors après, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réussi une affaire antiterroriste en 87. Il y a Pasqua qui est venu me féliciter me disant que vous êtes bien jeune, vous avez réussi une belle affaire, vous savez. On négocie actuellement les otages au Liban, ça nous aide. Bon, alors, il y a la faconde de Pasqua. Et il m'avait proposé d'aller encore succéder à Squarcini. J'ai dit non, peut-être que j'aurais dû dire oui, j'aurais fait une carrière bien différente. Et le fait d'avoir dit non à Pasqua à cette époque,
L'année suivante, les socialistes, réélection de Mitterrand, ils reviennent au pouvoir. Et puis, alors d'abord, je voulais partir à La Réunion. Et puis, on me dit non, on réserve quelque chose de plus important. Ah bon, je dis quoi? La Nièvre. Je ne cache pas qu'au début, j'ai fait la gueule. Hein. J'ai fait la gueule parce que je me suis dit, je vais me retrouver dans un département complètement phagocyté par Mitterrand. Mais avec le recul, j'y suis resté 4 ans. Je ne regrette pas parce que ça m'a permis vraiment de toucher à l'Élysée, à l'entourage de Mitterrand, au personnage qu'il était, à tous les secrets d'État qu'il y avait. À Bérégovoy, que j'ai vu tous les week-ends, et qui n'était pas du tout dépressif. Hein, je peux vous c'était plutôt. Non, on parlait de Bérégovoy un petit peu. Plutôt battant. C'était plutôt un battant. Voilà, donc j'ai connu pendant 4 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on est haut gradé au RG dans la Nièvre? C'est quoi le boulot exactement? Alors, ça n'existe plus, mais c'était une police absolument passionnante. Passionnante parce que la police, c'est de la sociologie. La police, c'est du contact humain, c'est du réseau relationnel. Et quand on arrive aux émeutes, aux manifestations, aux troubles à l'ordre public, c'est quelque part, avant, il n'y a pas eu une réflexion, une pensée qui permettent de désamorcer la crise. Comme là les RG ont disparu en 2008, mais c'est tout à fait volontaire. Sarkozy ne voulait plus des RG parce que, quelque part, on avait des dossiers qui étaient gênants, on savait trop de choses sur les hommes politiques. Et alors, le spectre d'activité des RG, il était énorme. C'est-à-dire qu'on n'avait aucun pouvoir judiciaire, aucun, mais on avait un pouvoir absolu d'enquête, total. C'est-à-dire qu'on allait voir un maire, un chef d'entreprise, un syndicaliste, on lui demandait, voilà, j'ai besoin de ci et ça, et le contact se nouait ou ne se nouait pas, mais en général, il se nouait très très bien. Moi, en plus, dans la Nièvre, quand je suis arrivé, j'ai eu quelque chose d'assez rare. C'est-à-dire que le préfet de la Nièvre est parti directeur DRG, et continue à avoir un œil sur son département, et son chef de cabinet était mon prédécesseur. Donc quasiment, j'avais... alors je peux vous dire qui c'est un des futurs adjoints d'Alain Juillet, puisque c'était Bernard Besson, qui est un des papes de l'introduction de l'intelligence économique en France. Et moi, mon boulot, c'était de connaître tout ce qui se passait dans le département. On avait le circuit de Manicourt qui se construisait. On a eu une manif d'agriculteurs dont je me souviens très bien en septembre 90, où les agriculteurs, déjà mécontents du gouvernement, ils étaient venus foutre une énorme case dans Nevers. Et moi, je me souviens, on m'a dit, mais attendez, je dis, mais j'avais prévu qu'il y avait des troubles. Je dis, je vous avais dit qu'il y avait des troubles. Ils avaient prévu une compagnie de CRS, il en aurait fallu 2. Enfin, il y a toujours les impondérables. Et puis les manifestations d'agriculteurs, excusez-moi, c'est les plus violentes qu'on peut avoir, hein, parce que on a eu des jets de lisier dans la préfecture, etc. Et c'est un métier où il n'avait pas d'exclusive. Il y a quelques années, j'ai rencontré Claude Bardon. Claude Bardon, il a été directeur DRG de la préfecture de police après avoir fait 30 ans de carrière en PJ. Claude Bardon, il était directeur des CRPJ de Lyon et de Versailles. C'est lui qui avait fait l'enquête sur l'enlèvement, je crois, je ne sais plus si c'était le baron Empin, il me semble qu'il y a eu un enlèvement. Il a fait des enquêtes, enfin c'était un pégiste. Et comme ça, on lui propose de venir au RG. Et moi, je le rencontre, j'ai dit, vous êtes monsieur Bardon? Il me dit, oui, mais on se connaît. Il dit, on va discuter. Il me dit, vous savez, j'ai fait 40 ans en police, et la plus belle police que j'ai trouvée, c'est les RG. C'était une police fabuleuse, parce que on était en contact avec la sécurité publique, la police judiciaire, en maintien de l'ordre, on était avec les CRS, la sécurité publique, c'était tous les jours. Puis quand il y avait des enquêtes un peu sensibles, on travaillait avec la DST. Moi, au Havre, j'ai été aussi en relation avec la DGSE, parce qu'il y avait une antenne de la DGSE. Vu le brassage international qu'il y avait au Havre, c'était un peu... Mais on s'ennuie jamais. On démarre, moi j'arrivais à 8h30, on finissait à 8h30, 9h. Des coups de fil, des réceptions, sur les navires, à la préfecture, partout. C'est un métier de réseau. Celui qui veut faire... c'est un métier de journaliste, mais au bénéfice de l'État. Mais aujourd'hui, par quoi ça a été remplacé? Alors, le renseignement territorial, qui est censé l'avoir remplacé, d'abord, ce n'est pas une direction en tant que telle, c'est un service, une direction qui dépend de la direction de la sécurité publique. À mon sens, ils sont beaucoup plus axés sur les problèmes d'ordre public. Ils ont perdu beaucoup d'attributions qu'avaient les RG, c'est-à-dire qu'on faisait les enquêtes habilitation, les enquêtes décoration, les enquêtes quand on veut avoir une distinction au poste, etc. Il y a toujours une enquête RG. Puis ils ont perdu la mémoire. La police, c'est la mémoire. Donc on avait des fichiers qui étaient extraordinaires. Moi, dans la Nièvre, j'avais la vie de François Mitterrand en 3 tomes.
Ouais, je veux dire qu'il y avait des choses vraiment Vous intéressantes. avez connu sa fille avant que le Paris Match le dévoile. Avant qu'elle existe. Voilà. Mais Et avant que Bernard Allier oublie du d'en coup, parler. Ouais. pourquoi ils n'ont pas gardé justement tous les dossiers que vous avez faits justement? Alors, une partie des dossiers sont allés aux archives, certains aux archives départementales. Je crains qu'il y en ait beaucoup qui aient été détruites. Mais moi, une chose, par exemple, pourquoi Sarkozy... Alors, on a eu le dernier vrai directeur DRG, c'était celui dont on m'a reproché d'être proche, c'était Yves Bertrand, qui a été 12 ans directeur DRG. Le problème, Il était chiracien. qui était totalement chiracien, et comme moi j'étais dans l'entourage, évidemment, quand Sarkozy et Guéant sont arrivés, on a été... Vous étiez dans ce fameux cabinet noir. Oui, voilà, C'est ce ça. fameux cabinet noir, oui, qui a il n'existait pas une structure, mais il a existé en vrai, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des enquêtes qui étaient menées dans la perspective de la présidentielle de 2002, parce que il y a des tas de choses qu'on a oubliées, mais en 2002, sous la deuxième cohabitation, Chirac n'était pas certain de gagner sa réélection en 2002. Bien sûr. Et il n'était pas certain de gagner. Et alors, il y avait une candidature qui lui faisait peur, c'était celle de Pasqua. Parce qu'à un moment, souvenez-vous, en 99, quand il a fait le très bon score aux européennes avec Philippe Séguin, il s'est dit, peut-être moi aussi, je pourrais me présenter à la présidentielle. Et là, Chirac, qu'est-ce qu'il a fait il a tout fait, d'abord, pour favoriser la candidature de Chevènement, ce qui a bien marché, parce que les 6% de Chevènement ont manqué. On manquait à Lionel Jospin pour le premier tour. Et ensuite, il a tout fait pour dégommer Pasqua. Et là, on voit les enquêtes sur l'affaire Elf qui ont ressurgi. Tout ça sont L'Angola ressortis, Gate, voilà, toutes ces choses-là. Mais dites-moi, vous n'avez pas fait que ça. D'abord, vous avez heureusement. été proche d'Omar Bongo. Oui, que j'ai connu quand j'étais au Gabon, oui. Et bien justement, tiens, Omar Bongo, quel rôle il jouait dans cette fameuse France-Afrique? Il jouait un rôle... Je dirais, il jouait un rôle fabuleux, je dirais, dans la redistribution. Parce que la redistribution... C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, ça, La distribution? redistribution. Mais on sait tous, alors moi je me marre, parce que là je parlais hier avec un ami, un grand ami qui est franco-africain, qui a conseillé Chirac sur l'Afrique, et on a toujours critiqué, la France-Afrique, en fait c'est un retour de pognon, il y avait tout l'argent qui partait pour le développement en Afrique, et qui revenait de façon plus ou moins déguisée dans la poche des hommes politiques de droite comme de gauche. Après, ça a été l'affaire Elf, la fameuse affaire Elf, où on avait d'un côté M. Tarallo qui servait le RPR, et puis l'inénarrable André, comment il s'appelait déjà, celui qui était parti aux Philippines. Alfred Sirvin ou Alfred Sirvin, qui donnait à la gauche. Donc tout ce système africain, il était là, et alors il a servi longtemps au RPR, aux gaullistes. Mitterrand n'a rien touché, mais il l'a repris à son profit. Complètement. Complètement à son profit. Après, le Floch Prigent, qu'on voit maintenant de plus en plus sur les télés, c'est pas mal, parce que je trouve qu'il a une certaine mémoire, une certaine invité vision. aussi ici. Vous l'avez invité ici. Oui, bien sûr. Sur l'industrialisation de la France, c'est un homme qui a vraiment des idées. Il est vraiment intéressant, moi je le connais aussi. Alors, tout ce système, Omar Bongo, entre la France-Afrique et le pétrole du Gabon, où à une époque le Gabon produisait 15 millions de tonnes pour un pays de 800 000 habitants. Et où la redistribution, elle existe quasiment pas. Donc c'est tout Bongo et ses proches qui... C'est-à-dire quoi? C'était RPR, PS? Alors non, prenait mais de l'argent. lui c'était tout. Bongo, c'était tout le monde. D'abord, je crois... C'est-à-dire que les valises, toi, c'est pas une réalité, quoi. Non, mais non, c'est la vérité. C'est la vérité. Et quand j'étais au Gabon de 92 à 95, pour l'élection de 95, il y avait le clan Pasqua qui soutenait Balladur, qui venait chercher les mallettes. Et puis il y avait le clan RPR Chirac qui venait chercher les mallettes. Et puis les mallettes, elles étaient là. Même Bongo, il faisait sa distribution à l'hôtel Crillon après, puis après à l'hôtel Meurice, suite à une histoire complètement rocambolesque. Dites-nous. Je vais vous expliquer, c'était tordant parce que j'étais en poste à Paris, puis ils m'ont appelé à ce moment-là pour essayer de leur donner un coup de main. Bongo partait, il allait à l'Assemblée Générale des Nations Unies, ça devait être en 2000 ou 2001. Et il m'appelle en catastrophe parce que j'avais gardé des contacts avec l'ambassade du Gabon. Il me dit on a volé la mallette du président à l'hôtel. Alors dans la mallette du président, il y avait son discours aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale. Donc apparemment, il ne le connaissait pas par cœur. Il avait aussi piqué des documents confidentiels. Bon, et puis de l'argent de poche, je sais pas, 30 000 €, et puis je sais pas, 5 millions de CFA, enfin bref, les bricoles, etc. Donc on y avait piqué ça. Et du coup, après, ils ont trouvé qui c'était. C'était un Congolais de Kinshasa, pas de Brazza,
qui était un astucieux bandit de grands hôtels. Donc il faisait les grands hôtels, il repérait, il se mettait un uniforme de la délégation, et quand on l'avait pris pour quelqu'un, paf, il est allé prendre la molette d'Omar Bongo. Et c'est suite à ça que Bongo a déserté le Crillon pour aller à l'hôtel Meurice. Vous voyez un peu les histoires. Mais alors c'était fabuleux parce que c'est une époque, je dirais, glorieuse où l'argent coulait entre la coopération, entre elfes, et puis on voyait les bagarres internes à la droite. Et c'était, franchement, Bongo, il a quand même une spécificité mondiale, je crois. Il a été de son vivant plus longtemps que président que non président. Bah oui, il a été au moins 40 ans, il a connu le général de Gaulle. Il a connu de Gaulle. Il est arrivé président à 32 ans. Hein, et il est mort en 2009 au bout de 42 ans de pouvoir. Donc il avait connu De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, il les a connus tous. C'était un faiseur de roi. Il avait une connaissance... Ah oui, alors surtout le ministre de la Coopération, il avait intérêt à lui plaire, parce que si le ministre de la Coopération ne lui plaisait pas, il appelait au Mitterrand Chirac, il faut me le dégager tout de suite, il n'y pas tout de suite. Mais dites-moi, vous êtes de la Nièvre, et donc forcément, la Nièvre, je suis obligé de vous poser la question, parce que c'était les circonscriptions de M. Mitterrand et aussi de Pierre Bérégovoy. Ouais. Vous y croyez, vous, dans la version officielle de la mort de M. Bérégovoy ? J'y crois absolument pas, d'autant moins que j'ai participé, j'ai enquêté pour le compte de Yves Bertrand, mais il a eu tellement peur qu'il disait non, je ne l'ai pas confié d'enquête. Or, pendant 1 an et demi, 2 ans, avec son plus proche collaborateur, on a enquêté, on a amassé un faisceau d'éléments qui était extraordinaire pour prouver l'assassinat. Et j'ai fait un film là-dessus. L'assassinat, pour vous, c'est une réalité ? Absolument. Les 2 balles, est-ce que c'est vrai, ça, c'est les 2 balles ? Mais oui, c'est absolument vrai, parce que moi, j'ai discuté avec des médecins de l'hôpital de Nevers. Alors, pourquoi il ne fallait pas qu'il soit mort à Nevers ? Je vais vous expliquer l'histoire. Il ne fallait pas qu'il décède à Nevers, parce qu'il fallait que tous les éléments sur les constatations, la radio qu'il a passée à l'hôpital de Nevers soit transférée au Val-de-Grâce, où on est dans une enceinte militaire, et où c'est le secret défense qui régit. Donc toutes les pièces... À Nevers, après, vous arriviez 3 jours après, il n'y avait plus rien. Tout était parti. Mais j'ai repris l'enquête bien plus tard, parce que Bérégovoy, c'est 1er mai 93. Moi, j'ai repris l'enquête en 2000-2001. Et ce qui est... Je dirais que c'était intéressant de voir l'attitude des gens, parce que les gens de la mairie qui avaient connu Bérégovoy étaient prêts, ils venaient me voir, j'ai ci à vous dire, j'ai ça à vous dire, ils avaient tous des choses à me dire. Mais après, quand on a su que j'enquêtais, le député maire à l'époque, qui était l'adjoint de Bérégovoy, qui était son suppléant, avait fait passer le coup de fil à tout le monde, surtout vous lui dites plus rien, etc. Et, alors, comment on reconnaît un meurtre d'État ? Il y a un indice très simple. C'est que vous n'avez pas besoin d'attendre les conclusions, l'enquête, que déjà on vous donne la version tout de suite. Conclusion médiatique immédiate. Voilà, immédiat. On vous dit non, cherchez pas, c'est un accident ou c'est un suicide ou il était dépressif. Voilà, dès que vous avez... c'est un excellent résumé. Et il n'était pas dépressif. Mais alors, il était d'autant moins dépressif que dans le film, mais il faudrait que le réalisateur Francis vienne vous voir parce qu'il vous expliquerait. C'est un garçon vraiment hyper intéressant, parce que c'est pas un journaliste au sens où on l'entend, c'est un enquêteur privé et qui fait des films, il interviewe des gens. Il a fait un très bon film sur Béret, je vais vous en reparler. Il a fait un film aussi sur la mort du juge Borel, qui n'était pas juge, mais qui s'est substitué à Djibouti. Il a fait aussi un film formidable sur l'assassinat de Jean de Breuil. La mort de Jean de Breuil, qui a été assassiné le 24 décembre 1876, et lui, il n'y a pas de doute. On sait bien que ce n'est pas un suicide. Il a vraiment été trucidé rue des Dardanelles un soir de décembre, enfin, à la veille de 1976. C'est habituel, ça, ces meurtres d'État ou pas ? Mais oui, c'est habituel parce que quand on arrive au pouvoir, qu'on est au pouvoir, nécessairement on connaît des secrets d'État, on connaît des secrets bancaires, on connaît les attaches des uns des autres. Et s'il y en a un qui menace d'en parler ou de s'en servir, il représente un danger. Alors, je vais revenir à Bérégovoy. Pourquoi il n'a pas pu se suicider ? D'abord, on regarde les derniers propos de Béret, et on a compris qu'une fois qu'il était en retrait de Matignon, il voulait se lancer dans la présidentielle. Il avait l'intention, il avait créé un parti qui s'appelait l'Alliance. Bon, c'était pas un parti, c'était l'Alliance pour le progrès. Il voulait ratisser socialistes, écologistes, communistes, mais même aussi centre-droit. C'était l'époque où on cherchait à rassembler. On savait que, il y a Soissons, Jean-Pierre Soissons, qui a été enterré la semaine dernière. Lui aussi, c'était un ministre d'ouverture. Il voyait bien que
si on veut conduire la France, comme disait Giscard, il faut l'accord de 2 Français sur 3. Bon. Ça montre bien que le président actuel, lui, il n'a même pas un Français sur 3 actuel, il ne peut rien faire, parce qu'il est archi minoritaire. Bon. Alors, Béret, il avait cette ambition présidentielle, et il avait quand même des sacrés dossiers. Quand on est quand même 7 ans à Bercy, que ça soit sur l'affaire Triangle Péchinet, le rachat de Ron Poulenc, les raffineries Elf, le nombre d'affaires qu'il y a eu dans cette époque-là, il est énorme. Donc Béret avait des billes. Il est certain qu'il avait des billes et qu'il s'en serait sans doute servi pour anesthésier les éléphants du PS et dire je m'impose, etc. Et comme il n'était pas du sérail et que je pense... Il était ouvrier à la base. Voilà, ouvrier, syndicaliste, ouvrier du gaz, mais qui a quelqu'un qui a des conduits... Hein, Plus honnête aussi. plus honnête, bien plus honnête. Et d'origine ukrainienne. On y revient toujours. Mais dites-moi, justement, vous avez connu tout ce milieu. Vous n'avez pas eu peur? Par exemple, on a reçu Thierry Messant il y a 2 semaines. Ah, c'est bien, il est venu ici. Il est venu ici. Ah, très bien. Et je sais que vous avez été source de Thierry Messant. Oui. Vous n'avez pas eu Nous peur à un avons moment été donné pour votre vie? source mutuelle. Nous avons été Oui, source. c'est ça. Vous n'avez pas eu peur pour votre vie Si. Justement, lorsqu'on dit voilà, que le 11 septembre 2001, bon, bah, c'est un peu, voilà. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas peur de le faire révéler? Si. De toute façon, j'ai bien senti que la période là où j'ai vraiment eu des soucis, 2002-2003, c'était très chaud. Je savais qu'à un moment ou l'autre, ils chercheraient à m'éliminer et qu'ils m'ont montré un chantier. Bon, Sur la charnière 2001-2003. ah oui. Là, c'est-à-dire que au début, contester le 11 septembre, tant qu'il n'y a pas eu le succès éditorial de Messant, on pouvait en parler à peu près librement. Après, c'était un rouleau compresseur. On a tout fait pour nous débunker, pour nous... Qu'est-ce qui vous a fait dire que c'était un peu bidon ce 11 septembre? Ah ben moi, tout de suite, quand j'ai vu les images. Alors, il y avait les images officielles du Pentagone. Le Pentagone a publié des images, des films, et quand on voyait le film, pas d'avion. 0 avion, une carcasse, rien du tout. Après, moi, je dis, il y a des choses qui m'ont paru complètement loufoques. Comment on peut croire que 4 avions sont détournés simultanément par des Arabes qui ne sont pas nécessairement faits de la technologie, avec un cutter, j'arrive, boum, je prends un avion, 2 avions, 3 avions, 4 avions, etc. Et déjà, le procédé m'a paru complètement loufoque, ça ne m'a pas paru crédible. Et ensuite, je dirais, si vous regardez les images attentivement, vous voyez bien que ces tours, elles sont désintégrées. Il n'y a pas d'écroulement comme normalement s'il y a un avion. En fait, les tours, elles étaient bâties pour qu'elles résistent même au percutage de 2 avions. Et moi, je pensais tout connaître sur le 11 septembre, je ne connaissais pas tout. J'ai encore découvert il y a 3 mois quelque chose de fantastique, une enquête d'une Américaine qui explique alors combien de tours se sont effondrées le 11 septembre. On dit 2? 3, non, ni 2 ni 3, 7. Ah oui? Ah bon? 7. Regardez bien. Toutes les tours autour ont été désintégrées par les armes à énergie dirigée. Je vous enverrai le lien. D'accord. C'est une nana absolument sensationnelle qui s'appelle, je vais vous donner, Judy Wood. Relayée par Kaji en France. Ah ouais. Fantastique. Kaji. Une enquête vraiment fantastique. Mais cette enquête que vous avez faite sur le 11 septembre, vous étiez encore en poste. Mais j'étais encore en poste. Et donc, du coup, ça veut dire que l'État français est au courant de ce qui s'y passe. Mais évidemment, au SGDN, à l'époque, j'ai dit j'ai tels éléments. C'est marrant de vous dire que ce soit les gens du SGDN, de l'armée, de la DGSE, personne ne croyait à la thèse officielle du 11 septembre. Personne. Mais à partir du moment où il y a eu un rouleau compresseur médiatique qui a été engagé et où on nous a tous discrédités comme conspirationnistes, complotistes, à ce moment-là, on a vu que il y avait une doxa officielle et que dès qu'on la remettait en cause, si on s'écartait, on était fusillés. Mais dites-moi, cette enquête, vous l'avez fait donc en poste. On vous a demandé de la faire ou vous l'avez fait de vous-même? Il n'y avait pas une demande officielle, mais je n'ai parlé avec Bertrand à plusieurs reprises. Lui aussi... Monsieur Yves Bertrand. Avec Yves Bertrand, on a parlé. Lui non plus ne croyait pas du tout à la thèse officielle. Alors, comme on était, si vous voulez, à l'époque où on était en train par des enquêtes confidentielles, on était en train de tordre le cou aux versions officielles, Bérégovoy ou même l'affaire Colonna et Rignac, il y a aussi énormément de choses à dire. Et moi, ce qui me fait plaisir, entre guillemets, mais sans me faire plaisir, c'est que sur bien des affaires, on avait vu juste, on avait dit la vérité avant les autres, on nous a torpillés à cause de ça, mais avec 20 ans de recul,
on se rend compte que la version sur le 11 septembre ne tenait pas du tout la route. C'était un prétexte des néocons pour aller prendre le pétrole en Irak. Absolument. Et s'implanter partout. Et quant à Colonna, excusez-moi, il suffit de voir les circonstances de sa mort en prison, un mois avant sa libération, pour comprendre. Quoi, c'est un meurtre d'État? Mais pour moi, totalement. Il D'ailleurs, n'a pas tué le préfet Erignac, Colonna? pour moi, non. Pour moi, ce n'est pas lui. Qui l'a assassiné d'après Je vous? ne peux pas tout vous dire un soir. Ah bah, c'est vrai qu'il faut... Voilà. Je ne peux pas tout vous dire un seul soir, mais je pense que là aussi, c'est une vraie affaire d'État et qui montre. Alors maintenant, regardez, on ose dire, on peut dire qu'il y a des mafias en Corse. On l'a dit il y a quelques semaines, là, Darmanin dit, ah oui, le procureur général de Bastia, je crois, de Moncey, dit, oui, effectivement, il faut dire, mais la mafia en Corse, elle n'arrive pas maintenant, ça fait 30 ans qu'elle est en Corse. Une concurrence entre Ça fait 30 ans qu'elle est. Et je pense que il suffit de... Pareil, comme Bérégovoy, de Bâle, et j'expliquerai sur quoi je me repose dans mon livre, pourquoi de Bâle, je sais partimement qu'il en avait 2. Erignac, excusez-moi, 3 balles dans le dos et une dans la tête, c'est pas les nationalistes, c'est vraiment signé mafia, ça. C'est un meurtre mafieux. Mais la mafia en France, ça fait peur. Non, ça concerne que la Sicile, ou alors ça concerne la Russie ou l'Amérique latine. Il était gênant, peut-être, monsieur Erignac. Moi, je pense, rendons-lui honneur, et c'est pas un honneur que de maintenir des mensonges. Je pense que c'est un préfet qui a voulu lutter contre les dérives mafieuses en Corse, qui s'est heurté de front à la puissance de la mafia. Pour moi, je pense que ça peut être un meurtre commandité par la mafia, la 'Ndrangheta qui voulait s'installer en Corse et qui se servait des réseaux nationalistes pour opérer une certaine déstabilisation. Et quand il a vu ça, il a dénoncé. Et alors, je vais vous dire pourquoi c'est pas des nationalistes. Ils ont été manipulés, les nationalistes, mais le soir de son assassinat, il y a des gens qui sont allés dans son bureau et qui ont subtilisé son calepin de rendez-vous. Est-ce que les nationalistes, ce soir-là, pouvaient subtiliser son calepin de rendez-vous? C'est la même chose que Bérégovoy, auquel on ne retrouve pas son carnet de rendez-vous qu'il avait toujours avec lui. C'est pareil. Un meurtre qui pouvait arranger des gens. Mais tous ces meurtres arrangent des gens. Bien sûr. Arrangent des Je vais gens. vous poser une dernière question et on va passer au grand Oui, débat. j'ai trop parlé, avec excusez-moi. Non, pas du tout. Absolument Pas du tout. pas, vous êtes Vous êtes vraiment passionnant. Oui, carrément. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous inviter, parce que c'est la deuxième fois qu'on fait un entretien avec notre ami Hubert. Oui. Les loges, elles tiennent quelque chose dans ce pays, ou alors on fantasme sur, sur le Grand Orient, sur tous ces gens? Hier, Alain Juillet en a parlé. Je ne sais pas, vous n'avez pas eu le temps d'écouter son entretien. Il a fait un exposé excellent. Hein. Sur Tribune Chez Libre. qui? Sur Chez moi, Ah oui, oui, sur Tribune Libre. Je me suis Excellent. régalée et j'invite les gens à aller voir. ouais, Ah bah tiens, t'as eu Alain Juillet. J'ai eu une chance énorme, mais Ah je oui. me suis Formidable. vraiment Bah, régalée. on l'appellera parce qu'on Oui, l'a eu oui, aussi. il viendra on va- ici, on va le faire il revenir. sait qu'il est le bienvenu ici, Ah oui, il est oui. partant pour venir. Alors, tout à fait. Parce que, puis alors, franchement, la réflexion qu'il a, la culture, C'est sublime. c'est un régal d'écouter C'est un plaisir. Alain Juillet, c'est un régal. Oui. Maintenant, je suis d'accord avec Alain Juillet, la maçonnerie en France n'a plus du tout l'importance qu'elle a eu à un moment. Alors, à cause de plusieurs facteurs, je dirais, si vous voulez, la société en 15-20 ans a profondément changé. L'engagement, d'ailleurs, tous les partis disent qu'il n'y a plus d'engagement, que ce soit les partis politiques, les syndicats, la religion, il n'y a plus de vocation, etc. Mais en maçonnerie, c'est pareil, parce que quand on prend un engagement, il faut le tenir. Et tenir un engagement, maintenant, c'est plus tellement dans l'air du temps, dans l'air des jeunes générations. Donc déjà, si vous voulez, leur engagement, il n'est plus le même qu'à un moment. Oui. Et il est différent. Je pense que quand les gens ils voulaient changer la société au 19e siècle, même au début du 20e siècle, ils s'engageaient. Et à votre époque, dans les années 80, 90, j'imagine que Alors- c'était encore l'ancienne génération. Je dirais que sous les années Mitterrand et le début de Chirac, je pense que la maçonnerie avait encore une importance. Je pense que depuis une quinzaine d'années, depuis les années Sarko-Hollande et maintenant, ça s'est vraiment réduit. Bien sûr. Mais d'un autre côté, si on va en maçonnerie, c'est pas pour faire la révolution, il a dit, hein, c'est pas révolutionnaire la dépend maçonnerie. desquels. C'est, Dépend lesquels, en fait. ça dépend desquels. Les loges. Mais, mais globalement, je pense que les gens qui s'engagent maintenant, c'est une recherche spirituelle et philosophique. On n'est pas là, enfin, les maçons maintenant, ils ne sont plus là pour faire la révolution ou faire changer la société. Surtout quand on voit que la société française est traversée maintenant par un courant mondialiste. Bien sûr, bien sûr. Sauf que, justement, c'est là où il y a... Alors, on va en parler. on va en parler, Voilà. en tout cas. Ouais. Il trépigne. Donc, Bon, je vous laisse la parole. merci pas du tout. beaucoup, Non, ça va être cher complètement. Hubert.
on va passer au grand débat. Mais avant ça, les petites annonces. Vous vous appelez Évidemment. à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.